Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Orient décrypté. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie. Et pour faire ce numéro, nous allons faire un tout petit détour par la Syrie, où l'on a appris qu'en septembre, la première pierre de la réplique parfaite de la cathédrale Sainte-Sophie avait été posée dans la ville de Skhelbiye. Ça nous rappelle donc le fait que Erdogan, donc le président turc, a réislamisé la cathédrale Sainte-Sophie, qui était devenue un musée à l'époque de Mustafa Kemal, voilà, et qui encore avant était bien évidemment une cathédrale chrétienne. Alors, la question de cette réislamisation de Sainte-Sophie pose évidemment beaucoup de problèmes, et elle traduit surtout, selon les observateurs, et selon moi notamment, une volonté d'Erdogan de provoquer ses voisins européens, avec lesquels il n'a finalement pas réussi à s'entendre, et dans un deuxième temps, de créer des tensions qui lui permettent, en interne, auprès de sa population, de réaffirmer et de réactiver le vieux rêve d'un grand empire ottoman recouvrant les frontières qu'il juge être les siennes. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter un habitué désormais de cette émission, qui est Charles de Meyer, président de SOS Chrétien d'Orient. Charles de Meyer, bonjour. Bonjour Pierre-Alexandre et félicitations pour cet Orient décrypté dont je reçois beaucoup de félicitations. Voilà, merci beaucoup. Alors vous avez signé, si je vous invite aujourd'hui, donc c'est parce que vous avez signé en août une tribune co-signée donc avec Benjamin Blanchard, le directeur général de SOS Chrétien d'Orient, une tribune dans le Figaro où vous dénonciez cette réislamisation de Sainte-Sophie et appeliez notamment, avec Benjamin Blanchard, à l'application du traité de Sèvres qui était particulièrement sévère avec la Turquie à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc le traité de Sèvres datant de 1920. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des motivations justement de cette tribune? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a vraiment l'impression qu'en 18, la Première Guerre mondiale s'arrête. Pour l'Est de l'Europe et les Balkans, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait une extraordinaire exposition là-dessus au musée de l'Armée. À la fin, les puissances centrales qui ont perdu souffrent sous des traités qui sont bien légitimes d'un point de vue français, mais qui évidemment pour eux sont difficiles. On connaît les critiques allemandes sur le traité de Versailles. Il y a aussi le traité de Trianon qui est très douloureusement ressenti encore aujourd'hui en Hongrie. Oui. Si vous allez en Hongrie aujourd'hui, même un étudiant est capable de vous reprocher au bout de 10 minutes de conversation le traité du petit Trianon. Et l'Empire ottoman doit signer le traité de Sèvres, qui, par ailleurs, reconnaît plusieurs choses. Alexandrette et toute sa partie qui reviendrait à la Syrie sous mandat français, la création d'une grande Arménie, la création d'un Kurdistan, un ensemble de protections pour que la Turquie ne reprenne pas ses initiatives dans les Balkans. Vous savez que les jeunes Turcs qui sont le mouvement prend sa naissance dans ce qui est aujourd'hui la Macédoine du Nord. Donc vous avez vraiment cette évolution. Et la Turquie arrive à obtenir le traité de Lausanne qui revient sur la plupart de ces clauses. Alors qui parvient, grâce ou à cause de Kemal Atatürk, qui décide de se révolter et de mobiliser sa population contre un traité qu'il juge injuste. Et il en profite au passage, se produit au passage, des massacres de chrétiens et d'Arméniens à l'époque. Oui, bien sûr. Vous savez que les Turcs prétendent, à l'époque, dans l'historiographie, que les Arméniens étaient des ennemis de l'intérieur et qu'en fait, ils étaient notamment solidaires de la puissance russe qui les aurait un peu manipulés en leur promettant une grande Arménie. Et c'est toujours le problème du monde oriental. À chaque fois que les islamistes veulent massacrer des chrétiens d'Orient, depuis que l'islam est entré en relation avec le christianisme dans cette région, eh bien ils les accusent d'être des ennemis de l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Turcs. Je vous invite à lire ce livre qui est fascinant, Les chrétiens aux bêtes, les relations des prêtres qui ont suivi ces colonnes, ces déportations immondes, et qui ont attenté à la vie par des viols, etc. C'est vraiment terrible des Arméniens. Bref, Atatürk a réussi à obtenir le traité de Lausanne. Et par hasard, qu'à cela ne tienne, vous savez que la Turquie va reposer problème pendant la Deuxième Guerre mondiale, que perdante, elle est finalement parmi ceux qui ont eu
qui sont jugés au banc de l'histoire après cette Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce que Erdogan réussit à faire, c'est, vous l'avez dit, à réinsuffler ce rêve ottoman et à revenir exactement sur à la fois le rêve islamiste et le rêve nationaliste. Il arrive à allier les deux et il met en danger tous ceux qui ont à gagner, notamment la Grèce, etc., de l'affaiblissement structurel de la puissance turque. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude dans l'histoire, on a oublié que la géographie et l'histoire longue commandent. Et donc, Erdogan, qu'est-ce qu'il fait? Il est de plus en plus influent dans les Balkans, il est de plus en plus influent en Libye. Qui avait fait ça avant lui? Les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs se battent en Libye, les jeunes Turcs se battent dans les Balkans, les jeunes Turcs cherchent à déstabiliser la Bulgarie, c'est aussi présent aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un bis repetita. Et qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne, le traité de l'Atlantique Nord, tout ça nous empêche de voir quelle route est en train de prendre la Turquie, quelle route dangereuse pour les chrétiens du Proche-Orient et pour globalement les nations européennes, la Turquie est en train de prendre. Alors, on reparlera des chrétiens dans un deuxième temps, mais vous venez d'évoquer l'Union européenne. Et l'Union européenne, on a l'impression qu'elle a été délibérément aveugle. C'est-à-dire que c'est un aveugle volontaire qui a longtemps fait la danse du ventre à la Turquie, qui a envisagé l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Ça ne semble plus à l'ordre du jour aujourd'hui, mais ça l'a longtemps été, si on se souvient. Et notamment qui a financé, mais à fonds perdu, à coût de dizaines de milliards, on ne parle pas de millions, on parle de milliards, des aides à la formation des élites, des aides à l'intégration des femmes. Je me souviens parfaitement de rapports qui expliquaient qu'il fallait donner du travail aux femmes, l'éducation des femmes, la lutte contre les préjugés homophobes ou ce genre de choses. Des choses mais complètement délirantes pour quiconque connaît un tout petit peu l'état d'esprit qui règne là-bas. Et les musulmans turcs, en échange, eux, avaient la ferme intention également de venir en Europe. Et c'est à cette époque qu'on avait inventé cette expression peut-être fameuse pour ceux qui connaissent un peu, qui s'appelle l'islam de marché. L'islam de marché, c'est le radicalisme d'Erdogan actuellement, mais habillé avec un costume et un attaché-case. Et on vient et on parle de faire du bon business, je mets des guillemets, mais on ne lâche pas un iota sur ses positions radicales, et notamment, je peux vous dire que le droit des femmes ou les préjugés homosexuels homophobes n'ont pas beaucoup changé en Turquie en 20 ans. Et aujourd'hui, on a l'impression que pour le coup, c'est quand même fini, ça. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, l'Union européenne est le cocu magnifique de la Turquie. Elle fait tout pour la séduire. Elle lui a donné des milliards pour qu'elle soit parée de tous les oripeaux du mondialiste, pour qu'elle se refasse une industrie qui aujourd'hui concurrence souvent la nôtre. Elle lui a donné des crédits internationaux, des débats jusqu'en France, en se demandant, en question délirante, si la Turquie fait partie historiquement de l'Europe qu'elle n'a cessé de combattre au cours de l'histoire. C'est-à-dire les seules parcelles de l'Europe turcisée ou turque, ce sont les parcelles qu'elle a envahies en réalité. Oui, en fait, c'est-à-dire les Balkans. Le sens géographique de tout ça, c'est que ce soit retiré à la Turquie. Mais c'est une autre question. Pourquoi est-ce que l'Union européenne accepte d'être le cocu magnifique? C'est qu'elle ne peut pas accepter d'avoir été dupée à ce point par Erdogan. Erdogan se présentait comme un président progressiste. Erdogan a très bien joué, très finement joué des crédits qu'il pouvait obtenir de l'Union européenne. Crédits de préintégration et l'ensemble des délires de plans que vous avez décrits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a même fait des formations pour apprendre les méthodes démocratiques aux parlementaires turcs. Oui, alors ça, l'apprentissage des méthodes démocratiques, c'est très apprécié des parlements et des conseillers politiques parce que ça leur permet de faire des voyages qui sont souvent d'agrément. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, Erdogan, il a tout ce qu'il veut. Il a eu l'argent de l'Union européenne pour reconstruire son industrie et il est devenu l'interlocuteur incontournable du patron de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à savoir les États-Unis d'Amérique. Donc il est protégé diplomatiquement, il a refait sa force économiquement. Ce qui est sans doute ce qui fera la défaite d'Erdogan et sa faillite au final, c'est que le monde turc n'a jamais bénéficié du génie grec, alors que nous en avons bénéficié, donc nous sommes prévenus contre l'hubris. Et si vous regardez systématiquement, quand ils essayent de refaire leur grandeur en poussant trop loin l'impérialisme turc, bien, phénomène classique, ils sont battus aux extrémités et ils souffrent de plus en plus au centre du pays. Aujourd'hui, si nous voulons calmer les Turcs, nous avons plein de méthodes. Nous avons le fait de donner une autonomie à la région kurde. Nous avons le fait de rendre à l'Arménie les territoires qui sont aujourd'hui turcs, mais qui sont historiquement arméniens. Défendre Chypre.
le fait de défendre Chypre. Chypre, État membre de l'Union européenne, qui, à cause de l'Allemagne notamment, et surtout de la couardise de la Commission européenne, ne reçoit aucun soutien. Quelle crédibilité pour l'Union européenne qui prétend développer sa diplomatie propre et sa crédibilité propre, quand elle laisse un État qui n'est pas membre de son alliance et qui n'est pas membre de son organisation politique avoir des viols de sa souveraineté réguliers? Je pense à Chypre, mais c'est également le cas en Grèce. Oui, c'est-à-dire des forages d'hydrocarbures complètement sauvages, en fait. C'est-à-dire qu'ils occupent des territoires qui ne leur appartiennent pas dans les eaux territoriales gréco-européennes pour exploiter des gisements d'hydrocarbures qu'ils veulent s'approprier. L'idée étant, comme souvent avec les pays qui ont une diplomatie agressive, face à des pays qui n'ont pas de diplomatie ou qui sont un peu affaissés, de nous mettre devant le fait accompli et de dire maintenant c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, venez voir. Imaginez, cher Pierre-Alexandre Bouclet, que quand la marine turque a illuminé, acte très guerrier, belliciste, un vaisseau français, que s'est-il passé? Emmanuel Macron a évidemment protesté violemment. Devinez ce qu'a fait le président du Conseil de l'Europe. Où est-il allé? Je ne sais pas. À Ankara. À Ankara. Le rôle, c'était que le haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, que la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, aille montrer le soutien de l'Union européenne à un État membre agressé par la Turquie. Mais non, pas du tout. L'Union européenne s'est rendue parce que l'Allemagne est dépendante de la Turquie pour des raisons internes de nouveaux peuplements et pour des raisons de continuité historique géopolitique. Elle est dépendante de son alliance turque et elle fait pression contre tous ceux qui luttent aujourd'hui contre la Turquie. Dernier point extrêmement dangereux. La Turquie aujourd'hui est celle, on le sait, qui fait pression sur le monde balkanique pour pouvoir continuer à maîtriser les routes de la drogue, les routes des migrations illégales. Elle a les trafics d'êtres humains. Les trafics d'êtres humains. Elle a des accords de représentation diplomatique avec des pays de l'ancienne Yougoslavie. Aujourd'hui, on la laisse faire ce qu'elle veut en Libye. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que demain, M. Erdogan et la Turquie peuvent maîtriser les deux routes d'acheminement des migrants, des clandestins, vers l'Union européenne. Sachant que le chantage aux migrants est l'un des principaux arguments actuels d'Erdogan en direction de l'Union européenne. Revenons aux chrétiens d'Orient, s'il vous plaît, Pierre-Alexandre. Et la Turquie, d'ailleurs. Et la Syrie, pardon. Aujourd'hui, la Turquie viole la souveraineté syrienne, occupe une partie non négligeable du nord syrien et continue à y s'acoquiner avec le kaléidoscope des islamismes, avec des changements d'étiquette et des experts français qui vont vous dire qu'ils ont un peu réduit leur islamisme, changé leur islamisme, peut-être changé la couleur de leur habillage, je n'en sais rien. Bon, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un État viole la souveraineté d'un autre État. Elle est présente dans la poche d'Idlib, qui, selon un rapport de l'ONU, est le plus grand dépotoir d'islamistes au monde. C'est un rapport de l'ONU, c'est pas SOS Chrétiens d'Orient qui s'exprime. Et aujourd'hui, on laisse la Turquie faire, parce que quand on essaye d'avoir une politique qui ne va pas dans son sens, les Turcs, du jour au lendemain, alors qu'il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres de là, prétendent que quand on refuse qu'elle fasse ce qu'elle veut au nord syrien, eh bien, les migrants arrivent comme par hasard à la frontière grecque ou bulgare. C'est vraiment très étonnant, un transfert dans la nuit des familles pauvres. Bon, ce que ça signifie, c'est que la Turquie nous méprise, la Turquie utilise notre argent, la Turquie sait que nous ne protesterons pas contre ces violations des intérêts et des représentants, notamment des christianismes orientaux, et elle mène une politique de puissance. Est-ce que la France, qui aujourd'hui semble prendre le défi à bras-le-corps, notamment parce que Donald Trump est en campagne électorale et donc est moins là pour faire l'oncle Sam, parrain du monde, sera digne du rôle qu'elle est en train d'essayer d'avoir? Je crois qu'on peut l'espérer. On peut l'espérer si des structures comme SOS Chrétiens d'Orient disent c'est l'intérêt de notre pays et c'est aussi aller vers le bien et la vérité par la défense des communautés chrétiennes. Si nous soutenons ce mouvement, peut-être que nous réussirons à réduire la Turquie à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une puissance qui existe, avec une large et belle histoire, qui est capable de produire une économie très forte, une diplomatie très forte, mais qui doit rester cantonnée à son espace naturel et pas à son espace impérial. D'accord. Qui doit être donc une puissance régionale et certainement pas donc un facteur surtout de déstabilisation de la région. Parce que pour l'instant, la Turquie est un peu le mauvais élève de cette zone proche moyen-orientale et déstabilise toute la zone en fait. C'est-à-dire soit en direction de l'Europe, soit en direction du Proche-Orient. Imaginez ce que vient de faire Erdogan. Erdogan a reçu en grande pompe Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas, excusez du peu, et 2 jours après, il est au téléphone avec le représentant de l'Union européenne. Ça veut bien dire que Erdogan sait qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il peut continuer à manipuler les islamismes, notamment avec ses réseaux particuliers avec le Qatar, pour continuer à être présent et à faire pression partout dans la région, le déstabiliser, parce que le rêve
de la Turquie, c'est de reprendre son ascendant ethnique et intellectuel sur les Arabes. Alors, il y a une vraie concurrence entre le monde turc et le monde arabe qui traverse l'ensemble de l'histoire de la région depuis des années et des années. Et puis la Turquie a besoin d'être un interlocuteur fort et solide devant les changements du monde. Aujourd'hui, la nouvelle route de la soie qui passe par les puissances d'Asie centrale et les routes gazières avec la Russie, la Turquie a besoin de devenir un interlocuteur fort, sinon elle sera soumise par la Russie, par ailleurs pareil historique, mais aujourd'hui elle est en train de vampiriser l'Union européenne, à la fois ses finances et puis sa faiblesse intellectuelle et morale, pour pouvoir asseoir sa puissance. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne ou la Turquie. Il faut bien comprendre que dans cette région, nous n'avons pas le choix. Il faut se débarrasser de l'impérialisme turc. Alors, l'ennui, vous évoquez la faiblesse européenne ou française, c'est que la géopolitique, c'est pas seulement les frontières, c'est aussi la projection de sa puissance. Et la projection de sa puissance, ce n'est pas seulement des missiles, c'est aussi sa population, son matériel humain, si je puis dire. Et la Turquie est forte des grandes diasporas qu'elle a installées en Europe, c'est-à-dire au sein, ce sont pratiquement des chevaux de Troie, au sens où Erdogan a expliqué aux Turcs émigrés qu'il était criminel de s'assimiler dans les pays d'accueil et qu'un vrai Turc était avant tout un musulman fidèle à l'esprit turc, impérial turc. Et d'autant plus que donc, en fait, c'est classique dans le monde turc. Les présences puis la question de la minorité qui déstabilise un pays, c'est très classique aussi, de manière géopolitique. Donc la question, c'est que faire? Parce que la Russie a les moyens d'être ferme, et elle l'a prouvé avec Erdogan. Est-ce que nous avons, les moyens, de la volonté? C'est pas sûr. La volonté, c'est une vraie question. C'est malheureux, mais je crois que les Français peuvent se réveiller dans cette volonté en comprenant que ce qui arrive aux chrétiens d'Orient ne doit pas les laisser indifférents. Et que aujourd'hui, notamment dans l'Est de la France, où des affrontements existent entre Turcs et Kurdes, Turcs et Arméniens. Il faut aujourd'hui dire son fait aux membres de l'AKP en Europe. Je crois qu'il y a un groupe étrange de bikers, etc., qu'on laisse représenter l'AKP. Ça c'est pas possible. Deuxièmement, il faut lutter fermement contre l'AKP, qui doit être classée comme une organisation non désirable sur le territoire français. Terroriste d'ailleurs pour certains. Elle est classée organisation terroriste. Je pense qu'il faut se garder de mettre du terrorisme partout. Mais en revanche, dire qu'en France, l'AKP et son idéologie islamo-nationaliste turque ne peut pas être présente dans le débat public, c'est pas lutter contre nos libertés, c'est défendre l'intérêt national. Il n'y a rien de liberté française dans le maintien de l'AKP chez nous. La vraie question, c'est est-ce que les Allemands peuvent le faire? Je crois qu'à force d'avoir voulu remplacer leurs travailleurs par de nouveaux travailleurs turcs, la question se pose dans bien des endroits. D'accord. Eh bien, sur ces propos peut-être peu optimistes, mais néanmoins réalistes, ainsi s'achève donc ce numéro de l'Orient décrypté.